ouais. Merci d'être avec nous. Jérôme Gana. Jérôme, bonjour. En Franche-Comté. J'ai pas dit Guillaume. Guillaume, tu es à Paris. Hein. Là, je suis à Lyon. Tu es à Lyon, Je suis à d'accord. Lyon. C'est la magie du TGV. Ça va très vite. Jérôme a le TGV lui aussi pour aller en Franche-Comté. Jérôme, en Franche-Comté, où ça? À Besançon, quoi, juste à côté de Besançon. Quoi. D'accord. À Besançon. Qui va accueillir les championnats de France de cyclocross au mois de janvier. Allez, on en profite pour faire une promo. On va tous faire de la promo. On va en faire aussi pour Pierre. Alors, il n'y a pas de raison. Jérôme, donc, qui est l'entraîneur, pas l'entraîneur, le directeur sportif du CC Etup, qui est quand même l'un des clubs français de référence, si ce n'est le club de référence en ce moment, en tout cas, chez les Espoirs. Pierre Careil. Pierre, bonjour. 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 Tu es en notre compagnie. Tu es où, toi? À Tarbes, également desservi par le TGV, mais ça met 6h30 pour y arriver. Merci d'être avec nous. Pierre, je rappelle que tu es le pilier de Direct Vélo. Je dis pilier, ça évite de mettre des titres pompeux. Le directeur, le fondateur. Le fondateur, c'est joli, ça, c'est bien. Le fondateur, depuis plusieurs années, tu publies tous les ans un bouquin qui s'appelle comment déjà? Cyclisme amateur. Enfin, voilà. Cyclisme amateur, tout simplement. Ça permet de le retenir. Un titre, pas un titre choc, mais un titre que l'on retient. Et le nouveau va pas tarder à sortir, non, d'ailleurs? 17 novembre disponible, avec cette année une belle brochette toujours de coureurs, 400 photos, 168 pages, une couverture qui sera plus épaisse. On retrouvera notamment Guillaume Martin, les cours du CC Etup et bien d'autres encore, Coupe de France, Coupe des Nations, tous les championnats pour la somme de 25 € qui aide à faire vivre Direct Vélo. Ça se trouve voilà. en ligne. Bon, vous l'avez compris, on en profite effectivement pour faire. Et toi, Guillaume, t'as rien vendu? Tu peux peut-être lancer un avis de recherche, peut-être? Oui, oui, ça ce serait utile. Non, ça a été très compliqué pour être présent avec vous aujourd'hui parce que déjà j'ai perdu mon ordinateur hier dans le RER à Paris. Oups. Donc, ouais, la guigne. Quelle ligne? Je dis quelle ligne? Ah, RER A, si. Voilà, c'est important. Si des personnes l'ont retrouvé parmi les 27 personnes qui regardent actuellement. Ceux qui le regarderont plus tard, peut-être un peu plus. Oui. Et voilà, et dans le même temps, j'avais des rendez-vous en plus ce matin, donc ça a été très compliqué, mais là, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. On te remercie à plus d'un titre, donc d'avoir, malgré toutes ces déconvenues, fait l'effort d'honorer cette invitation qu'on t'avait lancée. Allez, on rentre dans le débat. Je précise juste que vous pouvez interagir. Vous êtes 28 maintenant. Depuis que tu as parlé, Guillaume, tu vois, il y a du monde qui est arrivé. 28, vous pouvez réagir. Vous pouvez poser des questions. Que ce soit sur votre téléphone mobile avec l'appli Blab ou que ce soit devant votre écran d'ordinateur, ça c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez poser des questions, on essaiera d'être le plus interactif possible et enfin je serai complet en disant qu'il y a Alex Philippon, mon collaborateur, qui est là aussi, qui va nous aider un petit peu également à resituer le contexte. On voudrait faire quelque chose aujourd'hui, Pierre, Jérôme, Guillaume, on voudrait aussi permettre à d'autres d'apparaître dans cette mosaïque qui techniquement pour l'instant ne laisse la place qu'à 4 personnes. Donc à un moment, si l'un ou l'autre veut disparaître en tout cas sur le plan visuel et rester donc parmi nous pour suivre le débat et laisser la place à quelqu'un d'autre, eh bien on le fera pour essayer aussi d'éprouver un petit peu ce dispositif et voir s'il est vraiment aussi souple que nous on le pense. Voilà. C'est aussi une façon d'expérimenter tout ça et d'être un petit peu à la pointe des réseaux sociaux. Tout ça est très empirique. Alors, Néo-Pro, les équipes françaises font-elles le bon choix? Qui veut lancer le débat? D'abord, Guillaume, à toi l'honneur. Tu es le coureur de cette assemblée. Est-ce que tu as l'impression, même si en te posant la question, il y a bien sûr beaucoup de sous-entendus de ma part, mais il y a aussi très peu d'objectivité possible. Tu es néo-pro, tu es concerné. Est-ce que tu as l'impression que les équipes françaises ont fait le bon choix en ce qui concerne les néo-pros cette année? C'est sûr que oui, c'est difficile d'être objectif sur une question comme ça par ma position. Moi, je suis coureur, donc je serai l'an prochain coureur d'une équipe belge parce que voilà. On le précise. Gobert, voilà, et j'en suis très heureux. Et voilà, j'avais eu quelques contacts avec plusieurs équipes pro françaises, et puis c'est vrai qu'il y a eu des atermoiements, ça a mis un peu de temps à se faire, et dans le même temps, l'équipe Wanty a marqué un intérêt assez marqué, assez tôt dans la saison, donc j'ai été sensible à ça, et voilà, et finalement
je me retrouve chez nos voisins belges. Ouais. Et tu n'as pas de ressentiment particulier néanmoins, ou si tu aurais vraiment voulu débuter dans une équipe française? Ah non, pour ma part, non, il n'y a pas, la France n'est pas meilleure qu'ailleurs, et au contraire, c'est peut-être intéressant en tant que coureur d'aller découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles expériences, de nouvelles manières de travailler. Donc moi, sur le challenge d'aller s'expatrier, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'ai eu aussi plusieurs contacts avec différentes équipes étrangères, et voilà, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a fait peur ou un choix par défaut. C'est vraiment, je pense que ça a un vrai intérêt. Alors, il faut rappeler que tu as été 2 fois stagiaire dans des équipes pro. Chez Sojasun, il me semble, la première fois, et puis à l'équipe FDJ, non pas, parce que je m'y perds moi, non pas cette année, mais l'année dernière, c'est bien ça. Et cette année, on t'a retrouvé sous le maillot de l'équipe de France. Jérôme Gana, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe aujourd'hui pour passer pro, quand on a justement dans son club espoir amateur de très bons coureurs? D'abord, quel type de relation ont les meilleurs clubs espoirs avec les équipes pro? On va dire que c'est quand même un milieu un petit peu compliqué, hein, entre le lien amateur et professionnel qui reste toujours, on va dire, entre guillemets, absent, pratiquement. Pour le cas alors c'est vrai qu'un club comme le nôtre, maintenant, les clubs de D1 ont pour objectif quand même que les coureurs passent professionnels. Et bon, ça dépend des équipes, hein, mais c'est vrai que bon, il y a 2 équipes en France qui ont, même 3 maintenant, avec qui ont des équipes réserves, hein, des équipes professionnelles qui ont des équipes réserves, et ils piochent directement dedans. Hein, c'est l'équipe Rendez-vous avec Europcar et puis Direct Énergie maintenant, le Chambéry, CCF avec AG2R, et puis il y avait aussi avec Bretagne, comment maintenant ça va être le Loudiac l'année prochaine, quoi. Alors que nous, on n'est pas on a un tout petit lien, on va dire, avec la FDJ, mais on n'a pas de lien précis avec une équipe professionnelle. C'est pour ça que même cette année, Hugo Hofstetter va aller chez Cofidis, Jérémy Maison à la FDJ, et puis Guillaume donc chez Wanty Team Gobert. Alors, Pierre, est-ce que le fait pour Guillaume, par exemple, on prend l'exemple de Guillaume, non pas parce qu'il est un exemple à part, hein, je ne crois pas. Mais pour revenir un petit peu à Guillaume, c'est vrai que je vais revenir un petit peu par le passé. Donc, il a été stagiaire à la FDJ, où on lui reprochait peut-être l'an dernier d'être très régulier, mais pas vraiment vainqueur de course. Alors que cette année, il a été régulier aussi. Il a gagné de belles courses, des grandes courses. Et puis, on va dire qu'il a intéressé peut-être un peu moins de monde, en France en tout cas. Donc, c'est un petit peu un paradoxe. C'est vrai que même moi, j'ai pas très bien compris. Quand on regarde tous les coureurs du Tour de l'Avenir qui étaient autour de lui ou derrière lui, hein, même tout simplement, qui ont rejoint des équipes pro, et lui qui gagne une étape reine et qui finit 10e, 2e meilleur grimpeur, n'avait pas d'équipe, quoi. Pierre, Pierre Caraï, est-ce que après ce qu'on vient d'entendre de la part de Jérôme, tu as l'impression que Guillaume est un cas particulier, peut-être justement en raison du profil qui est le sien? On en parlera peut-être plus en détail d'ailleurs, et lui nous le dira peut-être plus précisément. Ou est-ce qu'il y a beaucoup de coureurs, selon toi, dans le cas de Guillaume? Et d'une manière plus précise déjà, pour lancer la conversation avec toi, Pierre, est-ce que tu trouves que Guillaume aurait mérité de courir dans une équipe française? En clair, est-ce que c'est pour toi une anomalie qu'il n'ait pas été pris par une équipe française? Je suis très content qu'il aille dans cette équipe parce qu'elle a manifesté un désir pour lui qui est assez ancien. Visiblement, ils ont un plan de développement pour toi, Guillaume, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Oui, un beau projet avec un beau programme de course et voilà, la chance d'avoir des responsabilités. Donc voilà, non, c'est pas un choix par défaut. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. T'es pas tombé. Les équipes françaises sont pas la panacée. Il y a même beaucoup de limites. Mais là, pour le coup, j'ai quand même honte que tu n'aies pas suscité vraiment l'intérêt que tu méritais par ton palmarès, ton comportement. La question d'aujourd'hui, c'est est-ce que les équipes françaises ont fait le bon choix pour les néo-pros? Et je pense que la réponse, en tout cas de mon point de vue, est absolument terrible. Les équipes françaises ne font aucun choix. Aujourd'hui, elles agissent souvent de manière totalement opportuniste.
et sans aucune réflexion. Je vais vous donner quelques exemples. Le dernier coureur que souhaitait recruter AG2R la mondiale, c'était un coureur de classique. Il n'empêche que dans la dernière ligne droite, ils ont étudié avec attention toutes sortes de CV, y compris des grimpeurs. Au final, ils ont pris Jesse Sergent, le coureur néo-zélandais, qui en effet est un coureur de classique, mais jusqu'à la dernière minute, ils ont envisagé tous les cas de figure. Ce qui est quand même très préoccupant aujourd'hui, c'est l'absence de radar en dépit d'une légende, mais bon, comme toutes les légendes, celle-ci est fausse. Les équipes françaises n'ont aucun radar branché sur le cyclisme amateur, sur le recrutement. Alors certaines aujourd'hui font des efforts tout particuliers, notamment effectivement G2R, Europcar à sa réserve, donc là c'est déjà un petit peu plus facile. Mais par exemple la Française des Jeux qui dispose de 2 personnes vraiment très connaisseurs du cyclisme amateur, je pense à David Hahn, je pense à Julien Pinault, qui sont eux-mêmes d'anciens entraîneurs de clubs de division nationale. Eh bien la Française des Jeux continue de recruter par le bouche à oreille, de manière très empirique. Il n'y a pas de structure. Et on parle de Guillaume qui a été oublié par les équipes françaises. Mais enfin, le palmarès d'une équipe comme la FDJ, aujourd'hui, est vertigineux. Pour un Thibaut Pinot qui a été embauché, je vais quand même vous faire la liste des coureurs qu'ils ont ratés, c'est quand même édifiant. Dan Martin, qui a été pressenti pour être embauché en 2008. Alexandre Géniès, qui pendant 4 ans a couru à l'étranger alors qu'il était également pressenti pour courir. Adam Yates, coureur d'études, n'a jamais été voulu par la FDJ, il est donc parti chez Orica Neige. Une proposition de contrat, je crois. Ouais, une fois que Orica avait proposé, non? Bon. Voilà. Oui, face à Orica, c'était le cas des frères Yates, c'est peut-être un petit peu particulier. Oui, mais il fallait qu'ils dégainent avant. Après, on a Vuillermo. Alors ça, c'est carrément formidable. Vuillermo, ils l'ont raté. Je crois qu'il est en balance avec à l'époque Sébastien Chavanel. Bon, enfin, il y a de quoi se mordre les doigts. Et puis, je parle même pas de Sicard et Barguil qui sont partis à l'étranger. Ça va pas. Faut se dire la vérité. Ça va pas. Le radar des équipes pro, il est cassé. Il marche pas. Donc, le choix, ils le font, au final, ils retombent quand même sur leurs pattes parce qu'ils prennent toujours des bons coureurs et même des très bons coureurs. Il n'y a pas d'injustice flagrante. Mais disons qu'il n'y a pas de politique, de vision. Aujourd'hui, des équipes, par contre, font des choses intéressantes en la matière. Il y en a une ou deux. Par exemple, quand G2R dit il nous faut un bon équipier, un bon rouleur, ils vont recruter l'année prochaine François Bidard. C'est pas une star. Son nom ne va pas tout de suite dire quelque chose à l'ensemble des passionnés de vélo. Il a pas un palmarès qui est monstrueux chez les amateurs. Mais Bidard, c'est quelqu'un qui a fait son boulot de manière tout à fait consciencieuse chez Chambéry, donc la réserve d'AG2R, qui a une bonne personnalité, et lui, il va tenir le rôle qu'on lui demande. Même chose chez Europcar, il leur fallait l'an dernier, en tout cas cette année, un super rouleur pour amener Coquart au sprint. Ils ont pris Julien Maurice. Là aussi, pas un gros palmarès chez les amateurs, mais c'était le coureur qu'il leur fallait. Et malheureusement, voilà, pour conclure, moi, je déplore que dans les équipes professionnelles, il n'y ait pas de vision, de projet tout à fait. Alors, j'ai compris. Enfin, je pense qu'on a bien entendu. Tu as un peu sorti la sulfateuse. C'est très bien pour le débat. Mais tu as aussi soulevé beaucoup de questions, je pense, qui ne sont pas toutes les mêmes. On va essayer de revenir un petit peu. D'abord, Jérôme, qu'est-ce que tu retiens dans tout ce que vient de dire Pierre? Est-ce qu'il y a des choses, ou est-ce que, d'une manière générale, tu adhères à ce discours qui est quand même assez critique à l'égard des équipes pro? On va dire d'une manière générale, même si on a bien entendu que Pierre avait pris quelques exemples très précis. Non, c'est vrai que tout ce que dit Pierre, il y a beaucoup de réalités, mais après, je pense que quand même le recrutement des pros s'est beaucoup amélioré ces temps derniers, parce qu'avant, on va dire qu'il y a une période, il y a plus de 10 ans, c'était quand même beaucoup de bouche à oreille et de copinage. Alors que maintenant, je pense qu'il y a quand même des efforts qui sont faits par les équipes pro pour recruter des coureurs. Et après, c'est vrai que moi, je pense qu'il y a plusieurs types de néo-pros. Hein, c'est vrai qu'on peut être néo-pro dans une World Tour ou néo-pro dans une Conti, c'est pas du tout pareil. Maintenant, les World Tour, leur problème, c'est, comme tu dis Pierre, de trouver des équipiers, quoi. Ouais. Que nous, club amateur, on forme des équipiers. Je ne crois pas, parce que non, qu'un coureur puisse passer professionnel, c'est ses résultats. Moi, on m'a jamais demandé si un coureur se comportait bien. On m'a jamais demandé si c'était un bon équipier. On m'a jamais demandé s'il était même d'une question éthique irréprochable. Voilà, c'est des choses c'est vrai qu'on recrute sur les résultats beaucoup. Maintenant, avec les capteurs de puissance aussi un petit peu sur les données
on va dire de puissance avec le PPR, le profil de puissance record. Et voilà quoi, ça s'arrête là quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas pour autant une vision qui serait plus pragmatique et qui ne serait pas forcément une vision, on va dire, au service du cyclisme français? Si je prends certaines équipes, je prends les équipes World Tour. Bon, en France, on en a deux. Il y a AG2R, la mondiale, et il y a également FDJ. Ces deux équipes procèdent à un recrutement aujourd'hui qui est un recrutement international, peut-être pour des motifs qui ne sont pas seulement liés à, je dirais, aux spécificités du coureur. En ce qui concerne les spécificités des coureurs, j'ai l'impression que les recherches sont de plus en plus pointues en fonction des objectifs de l'équipe. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu ce sentiment-là aussi? Quand je dis pointu, c'est-à-dire qu'on va chercher un grimpeur type pour remplir un rôle très précis. Je sais pas, ils l'ont pris en Norvège. Des équipes World Tour et puis voir Conti ou Conti simple. C'est maintenant en World Tour, on sait très bien que les arrivées c'est au sprint ou les arrivées au sommet, que voilà, qu'il faut vraiment faut exploser dans un domaine pour pouvoir s'exprimer en World Tour, quoi. Alors que c'est pas forcément le cas peut-être dans des équipes Conti ou dans genre Coupe de France, les courses de la Coupe de France, quoi. C'est vrai qu'en World Tour, si on n'explose pas dans un domaine, ça me paraît compliqué d'exister, hormis d'être équipier, quoi. Alors, je voudrais avoir quand même le témoignage de Guillaume. Et après, on passera aux questions et aux intervenants. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Et il y a des très bonnes questions et des très bonnes remarques. Il y a effectivement de très bonnes questions et de très bonnes remarques. Guillaume, je voudrais, avant que l'on revienne sur ces questions, que tu nous expliques un petit peu comment ça se passe. J'ai demandé tout à l'heure à Jérôme quel était un peu le lien, les rapports entretenus entre les clubs espoirs et les équipes professionnelles. Maintenant, comment ça se passe pour un coureur qui a du talent, qui a des résultats, qui intègre l'équipe de France? Comment as-tu été approché par les équipes pro? Je sais, puisque tu as quand même été stagiaire à plusieurs reprises. Comment ça se passe, ce type de dialogue? Est-ce que c'est aussi empirique que nous le disait Pierre il y a quelques instants? Je pense que la situation est vraiment très paradoxale parce que, enfin, moi, j'ai en plus connu différents cas de figure parce que quand j'étais à Sojasun, c'était un schéma d'une équipe réserve où quand même il y avait un regard direct de la part de l'équipe pro sur l'équipe amateur, même s'il n'y avait pas beaucoup de liens. Et puis après à Etup, les choses fonctionnent différemment puisque, comme le disait Jérôme, il n'y a pas d'affiliation à une équipe pro. Donc là, ça passe voilà par les résultats, mais les résultats, faut les faire relayer. Donc, faut des personnes aussi pour les relayer, parce que c'est vrai que aussi, ce que disait Pierre, c'est que les recruteurs du monde professionnel ne connaissent très peu ou voire pas rien du cyclisme amateur. Le seul moment où on voit des directeurs sportifs pro sur le bord d'une course amateur, c'est lors du championnat de France. Autrement, toute l'année, on voit quasiment personne. Contrairement peut-être à d'autres équipes étrangères qui commencent à s'intéresser, notamment l'équipe Etix, qui dépasse quelqu'un sur la ronde de l'Isard, sur Liège-Bastogne-Liège, ils étaient là, quoi. Voilà, quoi. Nous, c'est le championnat de France amateur, et puis ça se résume à ça, quoi. Voilà, et on en arrive à un recrutement basé sur des coups d'éclat, sur un coureur qui gagne la bonne course au bon moment devant les bonnes personnes, peut de cette manière décrocher un contrat alors qu'il n'a pas forcément une régularité sur l'ensemble de la saison qui témoigne d'un vrai niveau de fond, quoi. Donc c'est vrai qu'en ce sens ça demeure très très empirique, et là où je disais que c'était paradoxal, c'est que malgré tout j'ai quand même le sentiment que les équipes essayent de se structurer. On voit la FDJ qui crée un pool de suivi de jeunes coureurs depuis et très jeunes, dès les juniors ou l'espoir 1, et qui vont leur faire des tests de puissance et tout ça. Et au final, on remarque que les coureurs qui le font passer pro, c'est vraiment pas toujours des coureurs qui sont issus de ce groupe cible, on va dire. Parfois, voilà, il y a un coureur qui arrive de l'extérieur et qui
finalement. Norvégiens, peut-être aussi. Ou les Norvégiens, ou certains. Est-ce que tu as l'impression que chez AG2R, c'est bizarre, on a l'impression que c'est préparé on prépare depuis le début de la saison, voire depuis des années, un recrutement, et au final, au dernier moment, le recrutement lui-même se joue sur un coup de dé, sur beaucoup d'aléatoires, en fait. Est-ce que tu as l'impression que chez AG2R, avec une structure, une courroie de transmission entre Chambéry, entre le centre de formation de Chambéry et la structure pro, justement, cette courroie fonctionne mieux qu'avec le mode de fonctionnement de la FDJ qui, elle, passe donc des contrats amateurs avec différents coureurs de différents clubs? Je sais pas ce qui fonctionne le mieux. Voilà, après, si je me mets à la place des dirigeants des équipes pro, je comprends un peu les deux politiques. C'est sûr que la FDJ, leur politique, c'est de, entre guillemets, essayer de ratisser large, d'avoir le maximum de coureurs un peu sous la main pour au cas où un coureur se révèle, pouvoir faire preuve d'un droit de préemption en quelque sorte. Et chez AG2R, et plus encore, je pense, avec Europcar et Vendée, c'est vrai que c'est un suivi plus régulier à partir du équipe amateur. Après, c'est vrai que les deux solutions peuvent se défendre. Même pour les clubs amateurs, ça peut être un piège, parce que c'est vrai que si chaque équipe professionnelle a sa réserve pro, sa réserve amateur, je veux dire, que font les autres, hein? Et c'est un peu aussi vers ça qu'en tout cas, enfin oui, c'est pas les mêmes revenus financiers du coup. Ouais. C'est en tout cas vers cette tendance que semblait pousser l'Union cycliste internationale, qui voulait justement structurer davantage les équipes pro, notamment, enfin là je parle plutôt des équipes World Tour évidemment, en amont, en ayant à chaque fois une équipe réserve. Je voudrais qu'on passe aux questions pour qu'on avance un petit peu, parce que comme l'a dit Pierre, il y a eu de très bonnes questions. D'abord, on notera d'ailleurs, je ne sais pas s'il est encore parmi nous, il y a Pascal Chanteur qui est avec nous, qui représente donc le syndicat des coureurs. Merci Pascal d'être à notre écoute. Et puis il y a beaucoup de gens qu'on connaît bien. Je vois Christelle Rey également qui réagit beaucoup, qu'on connaît bien évidemment sur les courses, qui est très présente en règle générale sur les courses françaises. Alors juste sur les remarques qui ont été faites. C'est Alex qui est donc mon collaborateur chez Velops qui nous faisait remarquer que beaucoup d'équipes qui ont pour mission, a priori, on pourrait le penser, de faire de la formation parce qu'elles ne sont pas World Tour, ce sont des équipes continentales ou aspirant à devenir Conti Pro. L'exemple de Marseille en est un, qui recrute peut-être davantage aujourd'hui. Marseille, nous disait Alex, ne recrute cette année que des coureurs étrangers chez ses néo-pros. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce constat? Alors, certes, immédiatement derrière, l'un de nos internautes, Matt, nous répond quand même que, en ce qui concerne Las, qui est un coureur estonien, il courait cette année en France, en tout cas peut-être même depuis plusieurs années en France. Quoi qu'il en soit, 4 étrangers recrutés par Marseille. Est-ce que, sans faire de nationalisme exacerbé, en ce moment ça serait quand même assez insupportable, est-ce que on peut trouver ça répréhensible? Pierre? Le recrutement de la Pomme a toujours été malin, mais ça date de l'époque où ils étaient dans les rangs amateurs. Ils recrutent très bien. Rostin, donc le manager de la Pomme, détermine qu'il lui faut un sprinter, il va le chercher. Et il cherche un sprinter qui a été formé en France. Lui, il n'en trouve pas parmi les Français, mais il a trouvé un Estonien qui a été formé au team Pro Imo Nicolas Roux en Auvergne. C'est effectivement Las, coureur estonien qui pourra défendre ses chances au sprint massif. Après, c'est effectivement plus compliqué, plus incertain, même peut-être douteux. Il y a un assemblage de coureurs qui viennent d'endroits très différents, qu'on ne connaît pas. Vous savez que, bon, là, c'est pas un grand secret, mais ça se pratique beaucoup parmi les continentales et les continentales pro. Aujourd'hui, l'ensemble des continentales en France est concerné, mais un certain nombre de coureurs viennent avec un coup de pouce financier, parce que les contrats aujourd'hui sont élevés pour le budget des équipes, et quand elles ne peuvent pas y subvenir en totalité, les coureurs viennent avec un contrat qui leur permet d'avoir tout ou partie du salaire qui est réglé.
Donc bon, il faut imaginer qu'il y a bien souvent des arrangements de cet ordre qui se déroulent comme ça. Mais la Pomme a quand même toujours un bon recrutement malin. Cette année, ils ont quand même réussi à avoir un peu une espèce de fin de marché. Ils passent au moment où il y a des coureurs qui n'intéressent plus, n'ont plus de place. Ils recrutent quand même coup sur coup Loubet et Konovalovas, qui certes s'en vont l'année prochaine, mais qui ont fait les beaux jours du Team Marseille en 2015. Effectivement. Et je voudrais rebondir aussi sur une remarque qui a été faite par Pierre Bonnet, qui dit « Aujourd'hui, sans agent, on ne passe pas pro ». C'est ça la grande tristesse. Alors, je suis un peu surpris par cette remarque. Vous connaissez beaucoup mieux ce domaine que moi, mais je voudrais avoir la réaction de Jérôme. Et moi, j'ai toujours entendu plutôt, puisque je suis plus proche évidemment du monde pro que du monde amateur, les managers d'équipe pro n'ont jamais nourri un amour délirant pour la profession des agents, en disant que finalement ça a augmenté un petit peu le prix évidemment du coureur. Est-ce qu'on est aujourd'hui parvenu dans une politique du tout agent, ou est-ce que l'on peut se passer d'un agent quand on est un néo-pro? D'abord Jérôme et ensuite bien sûr Guillaume. C'est un petit peu nouveau, on s'est aperçu depuis 3-4 ans chez les amateurs qu'il y a beaucoup d'agents qui venaient voir maintenant les coureurs amateurs, alors qu'avant on ne voyait pas du tout. Alors je ne sais pas si c'est par simple intérêt, on va dire, financier ou autre, mais en tout cas c'est une nouvelle donne, quoi. Et on s'est aperçu que maintenant il y a une grande majorité de coureurs, même amateurs, qui ont des agents. Après, il y a certaines équipes qui fonctionnent avec les agents, d'autres pas du tout. Mais ça peut être un moyen de valoriser aussi le coureur, comme disait Guillaume aussi, de faire relayer ses résultats. Mais moi, dans un sens, je considère que c'est relativement triste qu'une équipe professionnelle recrute par rapport à un agent. On recrute un néo-pro par rapport à ses qualités, par rapport à son agent. Et c'est, je pense, arrivé aussi par le passé. Guillaume, est-ce que tu as l'impression que les agents qu'on a vu arriver en nombre dans le monde professionnel, puisque en plus l'UCI a créé un statut. Il y avait un statut en France, mais il n'y en avait pas dans tous les pays. Donc l'UCI a créé un statut et du coup, au lieu de ça a réglementé tout ça, c'est très bien, mais du coup, ça a eu aussi un effet d'appel considérable, puisque la liste des agents s'est considérablement allongée depuis quelques années. Est-ce que les néo-pros sont désormais approchés systématiquement, en tout cas les meilleurs d'entre eux, par des agents? Oui, maintenant, oui. Même avant les néo-pros, ce que disait Jérôme, c'est. Pardon, pas les néo-pros, je voulais dire en fait les espoirs. Les espoirs, voilà, c'est ça. C'est vrai que oui, ce qui tend à devenir la norme, c'est oui le coureur avec agent, parce que celui qui n'en a pas va peut-être être passer après à un résultat égal, passer après celui qui a un agent. Et bien sûr, c'est toujours les résultats qui priment, et croire que l'agent fait tout, c'est un leurre. Mais je pense que voilà, c'est une aide de plus en plus indispensable dans le cyclisme moderne. Après, je voudrais dire simplement un petit mot. C'est vrai que maintenant, il y a les agents. Dans tout ce monde-là, on va dire, bon voilà, il y a un intérêt aussi, il faut le dire, un petit peu financier. Les clubs formateurs, eux, par contre, on les oublie au passage, quoi. Alors ça, c'est ton grand cheval de bataille, Jérôme. Mais on va forcément, et d'ailleurs très prochainement, sûrement y consacrer un TV Lops sur cette façon nécessaire aujourd'hui d'organiser, parce que je pense qu'en plus, ce qui me paraît assez, je veux pas ouvrir le débat là, mais c'est vrai que ce qui est quand même assez remarquable, c'est quand on parle avec les uns et les autres dans le monde pro et chez les amateurs, on a l'impression que tout le monde est à peu près d'accord, en tout cas officiellement, pour reconnaître qu'il y a un problème dans le vélo, celui de ne pas rémunérer la formation, c'est-à-dire que le monde pro ne rende pas au monde amateur ce qui lui est dû. Je sais que c'est un vrai cheval de bataille, un combat important. On y consacrera un TV Lops intégral. Pierre, par rapport aux questions, tout à l'heure tu disais il y avait des bonnes questions qui étaient passées. S'il y en a qui ont retenu ton attention, auxquelles tu voudrais répondre? Ouais, là on était lancé sur les agents. Pendant longtemps, il y a eu un abus. Il y a eu un abus, si vous voulez, c'est parce qu'en France, tout simplement, la profession n'était pas développée, donc il y avait un seul agent, et qui concrètement pouvait avoir jusqu'au plus de la moitié, même dans certains cas 60% d'un effectif d'une même équipe pro parmi ses clients. Donc il faut être absolument clair.
ses clients étaient systématiquement prioritaires pour le recrutement en tant que néo-pro. Alors, il se trouve qu'il avait parmi ses clients quelques-uns des meilleurs amateurs. Donc dans ces cas-là, la place n'était pas volée. Mais dans d'autres cas, il avait des coureurs dont les performances étaient déjà plus discutables. Donc on est arrivé à un système extrêmement polémique. Et puis maintenant, ils sont quand même en gros 3 agents en France. Donc il y a Michel Gros et Jonah Loca qui travaillent de concert. Il y a Philippe Rimbaud, et puis il y a Clément Gourdin qui travaille avec Nicolas Fritsch, qui lui n'est pas agent mais conseiller sportif. Donc il y a 3 enseignes, ce qui finalement contribue à généraliser le système, mais d'un autre côté, ça l'équilibre et ça fait en sorte qu'il y a déjà moins de coureurs chez chaque agent et que la discussion entre les agents et les managers d'équipe se déroule un peu plus pied à pied sur les valeurs intrinsèques du coureur. Mais finalement, si les agents ont pris autant de place et même de pouvoir dans le vélo, c'est parce que j'en reviens à ce problème que le radar de détection des équipes pro, il est soit cassé, soit il n'a jamais été enclenché. Aujourd'hui, c'est vrai que dans un ordre idéal, le directeur sportif d'une équipe pro, le manager, devrait appeler Jérôme Gana ou les autres directeurs sportifs et entraîneurs du monde amateur, devraient suivre les coureurs. Or, c'est quasiment jamais le cas. Il y a même des choses qui sont totalement insultantes, des recrutements qui se font sans demander l'avis ou sans avertir le club amateur. Donc il y a un mépris total. Bon, vous avez dit, on ne participe pas à la signature du contrat, on n'est jamais convié, même à une signature, alors que bon, c'est les coureurs quand même néo-pro, on va dire, appartiennent au club, et puis pour certains, des fois même sont salariés, mais on ne convoque jamais pour une signature de contrat en tout cas. Même si le coureur a un agent, même si le coureur dit au manager d'équipe pro, j'ai un agent, c'est Michel Gros ou c'est peu importe l'agent. Non, la signature se fait entre le coureur, le manager de l'équipe pro et l'agent. Ouais, sauf chez Europcar. Les futurs 4 néo-pros de Direct Energy ont eu une petite cérémonie. Là-dessus, il faut quand même le rendre... faut saluer le travail allez, on va dire presque de mise en scène, mais c'est une mise en scène qui est tout à fait favorable. Par la même occasion, pour le coup, alors tout à l'heure on parlait des filières, du système de chaque équipe. C'est vrai que chaque équipe a sa recette de cuisine pour prendre des néo-pros. Le système Europcar ou futur Direct Energy est très intéressant. En même temps, il est verrouillé. Il a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que Jean-René Bernaudot ne peut recruter que des coureurs issus du Vendée U. La Française des Jeux a choisi une option, effectivement, Guillaume disait qu'il préempte les coureurs dès les rangs juniors, c'est vrai. Donc ils ont un système qui est beaucoup plus large. Et AG2R a choisi un système mixte parce qu'il privilégie les coureurs issus de Chambéry Cyclisme Formation, mais ils ne s'interdisent pas d'aller chercher des néo-pros dans d'autres équipes. Pour le coup, quand on a une réserve, c'est plus facile de mettre en scène la signature du contrat. Mais bon, il appartient aux autres managers d'équipe de valoriser aussi l'acte. Après, est-ce que vous voulez faire un tour d'horizon des néo-pros l'an prochain? Est-ce que c'était aussi un des objectifs? On peut faire ça. Alex voulait le faire, mais tu peux le faire si tu as ça sous les yeux. Alex, je parle d'Alex Philippon, qui nous a laissé beaucoup de messages. Alors évidemment, pour le replay, ces messages ne seront pas visibles. On a essayé d'en reporter beaucoup. Et puis, je vois l'heure qui tourne. Et vous savez quoi? On est presque obligé d'arriver à la conclusion. C'est dommage, mais parce que je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus long là-dessus. Je pense qu'on va se faire pendant cet hiver, on va se faire une session. On fera une session live de marathon, hein, un truc à la cubaine. On y passera la journée et ça sera passionnant. Et on oubliera de mettre évidemment tout ça ensuite en replay. Et Guillaume, avant que je te repasse la parole, Pierre, Guillaume, est-ce que je voudrais juste une réponse. Est-ce que c'est le coureur qui est abordé par un agent, ou je voyais justement quelqu'un, la personne qui écrit sous le nom de l'entité U19 Racing Team qu'on connaît bien, ou est-ce que c'est le coureur qui cherche un agent pour arriver à trouver une équipe pro quand on est chez les amateurs? Comment ça se passe? Là, je pense qu'il y a vraiment les 2 cas de figure qui existent. Mais dans la majorité des cas? Non, je pense que c'est... Aujourd'hui. Peut-être que dans la majorité, c'est peut-être le coureur qui va vers l'agent, parce que il y a énormément de coureurs qui veulent passer pro et peu d'élus. Et peu d'élus. Donc peut-être que les agents savent aussi que ils n'auront pas énormément de place à fournir, mais
mais voilà, on voit aussi voilà les agents qui, comme le disait Jérôme, sont présents sur les courses, donc voilà, qui marquent un contact et un intérêt pour le monde amateur, donc voilà, il y a des liens qui s'établissent un peu dans les deux sens, et j'ai envie de dire c'est pareil aussi avec plus largement avec les équipes pro. C'est parfois on peut avoir l'intérêt provenant d'une équipe professionnelle, et on peut aussi démarcher les équipes professionnelles. Ça se fait, voilà, comme dans le cyclisme devient le monde de l'entreprise où voilà, on envoie des CV, quoi. Bah oui, On envoie des CV, on monte des dossiers, on envoie des c'est CV. un peu le monde moderne. La remarque pour U19 Racing Team, c'était Alex Chenives, qui est le team manager de cette équipe. Juste, Pascal Chanteur vous a écouté. Je rappelle qu'il est l'un des représentants de l'UNCP, l'Union nationale des coureurs pro, et qui dit effectivement, il fait une remarque, qui est une remarque générale, il n'est pas question de jeter l'opprobre. Il nous disait tout à l'heure, il y a quand même très peu de bons agents. Il faudra encore se mettre d'accord sur ce qu'on entend par bons agents. Je pense que Pascal ne veut pas dire qu'il faut se substituer à un entraîneur ou à un directeur sportif, mais un bon agent, c'est aussi quelqu'un qui, à mon sens, en tout cas, moi, qui est capable d'entourer le coureur, de pas le faire rêver. Guillaume nous disait tout à l'heure, il y a beaucoup de coureurs qui veulent avoir un agent, mais il y en a peut-être aussi beaucoup qui se rêvent professionnels et qui n'en ont pas forcément les qualités. Et puis, un agent, c'est aussi dans le monde du travail, dans le monde entendre Jérôme nous dire qu'il n'est pas présent à la signature. C'est pas que trouver une équipe pro. Normalement, ça doit être un suivi bien plus large et bien plus sur le long terme, en stratégie de carrière, en termes de plan de carrière. Ouais. Pierre, tu voulais faire un petit état des lieux sur justement cette génération de néo-pro qui va passer le Rubicon à l'occasion de cet hiver. Oui, il y avait Alex Philippon qui avait une remarque générale sur le fait qu'il y avait des recrutements sans prise de risque. C'est vrai que je trouve ça dommage. Par exemple, on a donné à une époque, ça a été très difficile, vous le savez, sa place à Jean-Christophe Perrault dans le peloton. Finalement, c'est un pari payant. Vuillermo, pari payant. Des gens qui viennent du VTT. Aujourd'hui, il y a un coureur un peu atypique qui s'appelle Pierre Le Breton, qui court en Normandie, qui fait des études de médecine, qui est totalement hors des standards actuels du cyclisme. Il est bien plus âgé que 22 ans. Et la FDJ l'a testé l'année dernière ou il y a 2 ans. Et je sais qu'une équipe comme Aubert le suivait aussi de près. Bon, depuis, je crois que le fil s'est un petit peu rompu, mais c'est le genre de coureur un peu presque coup de cœur de temps en temps, auquel aujourd'hui on ne donne plus de place. On essaie d'être sur la régularité. La FDJ, qui hésitait sur un de ses derniers cas de recrutement, a pris Marc Fournier, qui est un des piliers, par exemple, de la Coupe de France, qui a gagné 2 épreuves de la Coupe de France cette année, DN1. Bon, c'est un bon coureur. Après, est-ce que la Coupe de France DN1 est le révélateur ultime du niveau des amateurs? Souvent, c'est très dommage. Après, il y a des gros coups qui sont faits, mais plutôt à l'étranger. Là, il y avait des noms qui circulaient parmi les commentaires, des recrutements de Giant Alpecin pour l'année prochaine. Ils ont pris ce Danois extraordinaire qui a gagné 2 étapes sur le Tour de l'Avenir. Aujourd'hui, ce coureur, il pourrait être en France. À une époque, les meilleurs néo-pro étrangers tombaient en France. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. La FDJ a fait un pari. Alors là, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais moi, je suis assez partagé en fait. La FDJ est allée recruter un grimpeur et un rouleur en Norvège. Alors là, pour le coup, ça nuance un peu ma théorie du radar cassé, parce qu'il leur fallait un grimpeur, ils sont allés le chercher. Il leur fallait un rouleur, ils sont allés le chercher. Par contre, ils sont pas allés le chercher en France. Ouais. Encore une fois, j'en reviens à ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a aussi des besoins de plus en plus spécifiques, j'ai l'impression, de la part des équipes qui veulent un archétype de coureur, et ils vont le chercher. On va conclure avec Guillaume, et malheureusement, alors on est pris par le temps, on n'a pas fait ce que je voulais, c'est-à-dire changer, parce que le format est trop court, tout simplement. Donc on refera un format un petit peu plus long. Et on essaiera encore une fois, c'est assez expérimental ce qu'on essaye de faire à travers ces vidéos. C'est loin d'être parfait, on n'a pas cette prétention-là, mais ça a le mérite d'exister. Alors juste, Guillaume, en ce qui concerne la suite
de tout cela. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que tu vas avoir... D'abord, est-ce que tu as un agent, toi, au fait, puisqu'on a beaucoup parlé des agents? Tu as un agent ou tu te vends, entre guillemets, seul? Non, justement, l'an dernier, j'avais un peu fait le constat du fait que un agent m'aurait peut-être aidé à passer un an plus tôt. Et donc cette année, à partir de cette année, oui, je travaille avec un agent. D'accord. Eh ben, écoute, on te souhaite en tout cas beaucoup de réussite. On te souhaite aussi de pouvoir apprendre dans de bonnes conditions ton métier. Est-ce que tu t'estimes comme un coureur particulier dans ta façon de courir? Alex Philippon me rappelait en préparant ce petit module que tu es quand même un coureur qui est un baroudeur grimpeur, ce qui est à la fois fréquent mais aussi rare dans la réussite. Et comme le disait Jérôme et Pierre, tu as montré en tout cas que tu étais capable dans cette typologie de gagner des courses. En tout cas, tu l'as montré cette année. Est-ce que tu as l'impression que justement ce type de coureur, on leur en demande peut-être un peu plus, c'est-à-dire qu'on leur demande non seulement de se montrer, mais on leur demande aussi obligatoirement de gagner? Bah, sur la question du baroudeur, c'est sûr que maintenant, dans le cyclisme moderne, il a de moins en moins de place. Hein. Un Stéphane Auger, il y a une dizaine d'années, qui était capable de gagner de nombreuses courses au terme d'échappées fleuve à 2 ou 3, maintenant ça n'existe plus, ou alors c'est des miracles. Donc après, le terme de baroudeur est peut-être à redéfinir ou à réinventer. Il faut peut-être lui joindre voilà, une qualité forte. Pour ma part, c'est le fait d'être grimpeur et d'être un bon puncher. Ouais, grimpeur, puncher, et de cibler aussi des formats de course ou des moments de course où on peut sortir un peu des schémas stéréotypés. Mais Guillaume, alors après, ça c'est le cas chez les amateurs, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus ouvert, je pense, que chez les pros. Et donc, chez les amateurs, pour exister, il faut être attaquant, il faut être attaquant, cet esprit de folie, parce que la course est carrément débridée, alors que chez les pros, c'est surtout World Tour, hein, je répète encore, puis classe 1, c'est quand même très standardisé, quoi. Alors que chez les amateurs, il faut avoir ce petit brin de folie, et puis cet esprit d'attaquant pour exister, en tout cas. Et Guillaume, est-ce que le fait d'être dans une équipe en Belgique, l'équipe Wanty, où il n'y a pas je dirais, ce n'est pas la configuration de toute une équipe au service d'un seul leader tout au long de l'année, comme ça aurait pu être le cas dans d'autres formations, peut-être World Tour. Est-ce que ça peut pas te permettre de faire une saison, une première saison un peu à la Pierre Latour, aurait dit Alex Philippon? Ça, c'est flatteur d'ailleurs, hein, oui. comme comparaison, parce qu'il n'a pas raté trop sa saison. Oui, je connais bien Pierre, et oui, il a fait une super saison. Et oui, c'est sûr, pour moi, le fait d'être chez Wanty, je pense que c'est vraiment une belle opportunité parce que, comme tu le disais, c'est une équipe qui n'est pas encore dans le fonctionnement World Tour, c'est une équipe de Continental Pro où leur philosophie, c'est vraiment d'être offensif et de savoir être opportuniste. Donc, ils ont peut-être pas les top coureurs mondiaux que peuvent avoir certaines formations World Tour. Et finalement, c'est peut-être une chance, ou en tout cas, c'est une chance pour moi, parce que c'est sûr que je pense que je pourrais avoir des opportunités de jouer ma carte, ce que je n'aurais certainement pas eu ou difficilement eu dans une équipe World Tour. Eh ben, écoute, je te souhaite en tout cas que ça fonctionne bien, que la marche ne soit pas trop haute et que ça se passe très bien pour toi. Merci d'avoir été en notre compagnie. Je vous fais une promesse, si vous êtes d'accord, évidemment. C'est qu'on remet ça très rapidement sur ce sujet, en tout cas sur le sujet de cette transition entre le monde des amateurs et le monde des pros. Je trouve que c'est passionnant. Vous étiez très nombreux. 38 personnes pour le direct, ça peut paraître non, en néo-pro, on avait Félix Pouy qui sera néo-pro l'année prochaine pour le team Roubaix-Lille Métropole qui a mis un petit commentaire. Et oui. C'est incroyable la richesse des commentaires. Là, on a en fait tiré un fil et il y a tout qui est venu. Hein. La formation, les équipes pro, le monde amateur, les agents. Et malheureusement, on est obligé de s'attarder sur un ou deux aspects seulement et de pas relayer toutes ces questions qui étaient très nombreuses. Moi, ça m'a beaucoup appris en tout cas sur cet outil aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on essaiera de faire un grand format très prochainement. Si vous êtes d'accord, eh bien vous en serez bien sûr.